Ok, ça y est, c'est parti pour le direct. Bonsoir. Donc je vais laisser 5-6 minutes à mes potentiels viewers de me rejoindre puisque j'ai essayé d'informer, de prévenir que ce soir je faisais encore un canapé comics live, un canapé comics spécialement dédié aux super-héros Image Comics, mais alors plutôt les super-héros de la deuxième génération Image Comics. Mais ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Et tout ça est déclenché par quoi? Pourquoi? C'est déclenché par une nouvelle série que vous voyez juste derrière ici, Radiant Black. Peut-être le renouveau. Salut mon viewer, bonjour mon viewer. Identifie-toi, bien sûr. Donc tout ça pour dire que ce soir, c'est un spécial canapé comics déclenché par Radiant Black. Radiant Black, la dernière série super-héros Image Comics. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un événement en soi. Pourquoi c'est un événement en soi? Parce que finalement, les séries de super-héros actuellement chez Image Comics, à part Spawn qui est là depuis les débuts, eh ben, il n'y en a pas des tonnes, il n'y en a pas des masses. Donc une vraie série super-héros mainstream Image Comics, j'ai envie de dire, ça se fête. En tout cas, on en parle, j'en parle, parce que ce Radiant Black, c'est une belle surprise, d'autant qu'aux US, apparemment, c'est en train de devenir un univers en soi qui est développé chez Image Comics, et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu beaucoup de super-héros Image Comics. Salut Jérôme, bienvenue chez toi, bienvenue sur Canapé Comics. Je pense que tu as dû entendre et voir mon intro, Jérôme, mon deuxième viewer. N'hésite pas à t'identifier aussi. J'essaie de voir, là j'ai un tout petit icône, mais j'arrive pas à voir qui est là. Non, c'est Jérôme. Ok, voilà. Donc du coup, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par vous parler de ce fameux Radiant Black. Alors, Radiant Black, nouvelle série. Donc bienvenue dans le monde Canapé Comics qui est dans le monde des miroirs, puisque tout est à l'envers, c'est une sorte de monde miroir. Radiant Black, dernier né en VF des séries comics Images, édité par Delcourt Comics, donc édité par, j'ai envie de dire, Sir Thierry Mornay. Donc Radiant Black, c'est du super-héros qui arrive chez Image Comics. Et d'abord, je vais tout d'abord vous lire le pitch officiel que j'ai au dos du comics. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que Nathan Burnett vient d'avoir 30 ans, sa vie est moche, il cumule 2 emplois, s'endette trop et est obligé de retourner vivre chez ses parents. En revanche, quand il découvre et active le Radiant, un colossal pouvoir cosmique, son existence change du jour au lendemain. Seul petit problème, les êtres cosmiques qui ont créé le Radiant veulent le récupérer à tout prix. Et après, on nous dit que Kyle Higgins, qui est le scénariste derrière Ultraman et Power Rangers, donc l'Ultraman qui vient certainement de sortir en VF il y a un mois, qui a fait du Power Rangers, et Marcello Costa, qui était le dessinateur de Firefly, nous entraîne dans les aventures de ce jeune super-héros teinté d'une esthétique takusatsu. Alors ça, moi, j'y connais rien. Il faudra me dire s'il y en a qui connaissent ce que c'est que les takusatsu. Qui ne sont pas sans rappeler celles d'Invincible. Donc Invincible, la série de Kirkman, Walker et Oatley. Cet album contient le volume 1 de la série avec les épisodes 1 à 6. Donc c'est le premier arche narrative et c'est une super surprise. C'est vraiment super sympa, mais je pense que c'est quelque chose que vous allez voir et entendre un peu partout sur le net et sur le web. Les avis sont super positifs. Non, ça n'est pas un ado, Jérôme, c'est bien un adulte, un jeune adulte qui est dans sa trentaine et qui finalement ne réussit pas sa vie professionnelle et qui est un petit peu obligé de faire un rétropédalage par rapport à ses ambitions et ses rêves. Donc du coup, on le voit même un petit peu en train de chialer au départ parce qu'effectivement, il se rend compte qu'il est à la dèche totale et qu'il n'y a pas, il va falloir qu'il retourne chez ses parents. Et que du coup, son rêve de gosse qui était de devenir écrivain est un peu en train de partir en cacahuète. Alors, vous allez voir qu'au début, c'est plutôt la vie de notre futur héros. Donc on n'est pas tout de suite dans de l'action de super-héros, mais ça va venir. Donc ce que j'aime beaucoup, moi, dans le dessin, c'est que c'est clair, ça fait penser honnêtement à Ryan Oatley et Cory Walker qui étaient sur Invincible, donc je sais pas si c'est fait exprès,
Je ne sais pas si Marcello Garcia est inspiré de Ryan Otley et de Corey Walker, mais c'est vrai que c'est un style qui ressemble. On a un petit peu moins musclé les personnages pour l'instant par rapport à un Invincible. Si vous le voyez derrière, ouais. Là, on est sur quelque chose de plus normal au niveau des physiques. On dirait justement, c'est peut-être pour ça que Jérôme, tu as cru que c'était un ado super-héros, puisque finalement, quand on voit notre héros en costume, il ressemble plus à un Spider-Man morphologiquement qu'à un Superman, par exemple, en termes de carrure. Je pense que c'est ça aussi, Jérôme, qui fait que tu as dû croire que c'était un jeune ado. Et donc oui, on est vraiment sur le trentenaire qui est un peu en échec professionnel. Apparemment, il n'a pas non plus de vie sentimentale. Et il retourne dans sa ville natale et du coup, il retrouve son meilleur copain qui est un peu un meilleur copain, un peu lourdingue des fois, qui va l'aider quand même puisqu'ils ont été à deux finalement à se rendre compte et à découvrir le pouvoir de Radiant Black. Donc Nathan est investi du pouvoir de Radiant Black, mais le jour où finalement ils ont découvert cet événement, ils étaient tous les deux. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres témoins, vous lirez la BD. Donc du coup, notre Radiant Black, il va se rendre compte qu'avec ses pouvoirs, il peut devenir un super-héros, mais il va se rendre compte aussi qu'il n'est pas le seul Radiant, on va les appeler comme ça, donc le seul être humain possédant ses pouvoirs cosmiques, et donc du coup le costume cosmique, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et c'est un peu tout l'enjeu de ce premier album. C'est la vie de ce Nathan qui finalement a un pouvoir, qui ne sait pas trop quoi en faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup son côté scénariste, écrivain, qui essaye de se lancer dans l'écriture d'un bouquin pour faire quelque chose de sa vie. Et en même temps, il essaye aussi d'enquêter sur l'existence des autres Radiantes. Voilà comment ça se passe, puisque vous avez bien vu, il y a un Radiant rouge. Et ce Radiant rouge, c'est peut-être pas forcément un héros. Donc du coup, on va suivre les enquêtes, les approches de Nathan et de son pote, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs son pote, qui est son meilleur pote et qui est quelque part son conseiller puis son sidekick, puisque son meilleur copain a décidé finalement de l'aider à maîtriser, à découvrir ses pouvoirs. Et comme son meilleur copain, c'est comme un célibataire qui n'a rien à faire de sa vie, il est plutôt content de devoir accompagner Nathan dans l'apprentissage et dans la découverte de ses super pouvoirs et de cette de ce pouvoir cosmique et de ce que ça entraîne. Voilà, donc très très bon premier album avec déjà un twist, j'ai envie de dire un twist, comment on appelle ça, un coup de théâtre, un rebondissement. Donc je peux pas trop vous en dire, c'est ça aussi, je peux pas trop vous spoiler, dans cet album, en fin d'album. Et puis à la fin de l'album, on a un épisode consacré à un autre des personnages, un Radiant qui est le Radiant rouge. Donc voilà, on a les origines, l'origine story du Radiant rouge, et on comprend qui il est précisément, ce Radiant rouge. Donc c'est sympa puisqu'on a 5 épisodes du coup de la série principale et un épisode hors série qui nous présente le fameux Radiant. Et enfin, on a tout en fin d'album, on a la bombe. Salut Stéphane, finalement t'es là. Tu passes faire un petit coucou. Tu regarderas le replay, il n'y a pas de souci. Salut Pierre, bienvenue Pierre. Donc du coup, on a plein de couvertures variantes de Radiant. C'est dur à dire ça. En fin d'album, mais quand je vous dis plein, regardez, ça c'est la deuxième double page. Donc, troisième double page. Quatrième double page. Donc il y a la tripotée. 5, 6. Tenez, on va regarder un peu du Red Radiant, du Radiant rouge. Etc. etc. Donc, et j'avais même pas vu, enfin, en toute fin, il y a même l'alphabet du Radiant, puisque vous verrez que dans cet album, on entend parfois une sorte de conscience cosmique parler à Nathan, le Radiant Black qui s'exprime, et il a un alphabet alien, et donc on a l'alphabet alien qui nous est décrit enfin. Donc voilà, ce qui est sympa vraiment dans cet album, c'est qu'on découvre un nouveau super-héros qui va certainement donner lieu à un nouvel univers composé d'autres héros. Il y aura d'autres Radiantes, il y a d'autres Radiantes. Simplement, moi, à la fin de cet album, j'ai qu'une question en tête. Thierry Mordet, tu n'es pas là, mais Thierry Mordet, on veut savoir quand est-ce que va sortir le deuxième album. Moi, je veux absolument savoir quand va sortir le deuxième album. J'en suis même à me demander si je vais pouvoir attendre la sortie du deuxième album en VF ou si je vais me plonger dans la VO. D'ailleurs, un petit peu dans cette
dans cette envie d'en voir un peu plus, d'en connaître un peu plus, avant l'apparition du Radiant Black en VF, j'ai même acheté le crossover Supermassive. Donc Supermassive, c'est le crossover qui nous présente plusieurs Radiantes justement, puisque là, c'est ce que je vous disais. Cet univers est un univers partagé, un univers qui commence à s'étendre, dans lequel il y a plusieurs Radiantes. Je vous montre un peu ce qu'ils nous ont fait. Je ne sais pas si je vais arriver à le tenir comme il faut. Ça va ressembler à rien. Je ne sais pas si ça ressemble à quelque chose. Si, apparemment, vous voyez ma tête en dessous même. Donc on voit les 3 Radiantes. C'est un crossover en 3 versions Radiantes. Donc forcément, voilà, forcément ça donne envie d'en lire un peu plus. On voit les incarnations des 3 Radiantes. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Donc voilà, en fait j'avais lu ça à l'avance, mais du coup je comprenais pas bien grand chose puisque je ne connaissais pas l'univers. Maintenant que je connais l'univers, je me tâte à relire finalement ce crossover pour savoir si je vais me spoiler un peu. Oui, on va y revenir, Jérôme. Un côté Green Lantern, moi je suis d'accord avec toi puisqu'on est vraiment sur du super-héros cosmique. C'est vrai que ce qui a été annoncé un peu partout sur le web, et parce que les auteurs s'en revendiquent, c'est plutôt l'inspiration japonaise à la Power Rangers. Pourquoi? Puisque finalement, vous le voyez, le costume, c'est un costume avec un casque. Chaque Radiant a une couleur dominante. Là, on est sur le Radiant Black. En fait, il est blanc. Hein. On va voir qu'il y a un Radiant rouge, je vous les ai déjà montrés. On voit ici qu'il y a un Radiant jaune. Donc, il y a plusieurs incarnations de Radiant. Ils ont tous une couleur un peu particulière. Néanmoins, c'est pas comme les Power Rangers, juste des super combattants qui font des arts martiaux. C'est bien des super-héros cosmiques qui volent, qui ont des super pouvoirs. Notre Radiant Black, il semble avoir des pouvoirs en lien avec la gravité. Et les autres, on va apprendre à les découvrir. Vous lirez, hein, on apprend plus sur les pouvoirs du Red Radiant, du Radiant Red. Voilà, mais vous le lirez puisque ça fait partie du fun. Je ne veux pas vous raconter tout ça, je ne vais pas vous spoiler. Je ne peux que vous inciter à découvrir ce Radiant Black. Donc du coup, il y a un peu le côté inspiration japonaise pour l'instant, mais c'est plutôt super-héros. Et moi, ce que disait Jérôme, qui intervenait en commentaire de la vidéo, moi je suis d'accord avec toi, Jérôme. Finalement, ça a un côté... Et si on réinventait les Green Lantern? Moi, j'aime beaucoup le côté Green Lantern, la mythologie des Green Lantern de DC Comics, puisque finalement, c'est une force de super-héros de l'espace. Ils ont chacun leur couleur, etc. Le seul souci qui m'embête un petit peu dans les Green Lantern, c'est le nom de Lanterne, qui a mal vieilli, finalement, puisque c'était un comics des années peut-être 40-50, même avant, qui aujourd'hui perdure. Le héros est très connu, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, si j'avais tendance à réinventer les Green Lantern, ce que je ferais, c'est aussi réinventer le nom des Green Lantern. Et ça, typiquement, ça pourrait être le genre de pouvoir cosmique, de force cosmique qui remplacerait les Green Lantern. Donc oui, pour revenir sur ce que disait Jérôme, moi, ce que je vois là-dedans, c'est un petit côté esthétique japonaise à la Power Rangers, mais plutôt un côté aussi super-héros cosmique comme j'aimerais les voir moi aujourd'hui, avec peut-être un côté Green Lantern réinventé. Ouais, on est un peu là-dessus, en tout cas moi c'est ce que je retrouve dans cette série, qui me plaît beaucoup. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme dans Invincible, c'est un nouveau super-héros, un nouvel univers, on apprend à découvrir ce héros, plus au début à travers sa vie normale, sa vie classique, mais c'est ses mésaventures, puisque effectivement il en vient à 30 ans à faire un constat qui est qu'il a gâché pour l'instant, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait de sa vie, c'est-à-dire à devenir un écrivain. Donc il rentre chez ses parents parce qu'il a plus de thunes et qu'il a des dettes et qu'il veut du coup en profiter pour se mettre à écrire, mais ce qui va y arriver, c'est une autre histoire. Voilà, ça c'est chouette. Si ce qui est chouette, ça va être les rebondissements et les coups de théâtre. Alors pour l'instant, on n'a pas des coups de théâtre de folie comme vous pouvez l'avoir dans Invincible, mais il y a 2-3 choses qui font que, on veut absolument nous lire la suite. Moi, je veux absolument lire la suite de Radiant Black. Il va falloir attendre. Je vais peut-être attendre la VF, le deuxième album. Je vais aller fouiller sur net pour savoir pour quand il est prévu, parce que je pense que c'est vraiment un titre, une série qui vont cartonner. Et ça fait plaisir d'avoir un peu des super-héros, du nouveau super-héros. Les super-héros aujourd'hui, c'est Marvel, c'est DC. Il y en a aussi finalement chez Valiant, mais j'ai pas pris le train en marche chez Valiant. C'est dommage, chez Valiant et Bliss en France. Il y a l'air d'y avoir plein de trucs sympas. Mais voilà, moi j'ai envie de lire un peu plus de super-héros mainstream. D'accord. Donc là, je me suis lancé dans Spawn il n'y a pas très longtemps, je ne les ai pas sortis, mais j'aurais pu. Et c'est vrai que là, j'apprécie ce que je lis de Spawn et de Scorched. Mais pour moi, découvrir un nouvel univers super-héros, c'est toujours un grand fun et un grand plaisir, je vous l'avoue. Donc du coup,
ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est que Radiant Black, ça semble relancer un nouvel âge de super-héros chez Image Comics. Je l'ai dit en introduction, Jérôme, tu n'étais peut-être pas là, mais c'est vrai que chez Image Comics, aujourd'hui, on a plein de séries. Par contre, on en a très peu de séries super-héros. Il y a Spawn, mais Spawn est là depuis les débuts et apparemment il restera pour longtemps. C'est une très bonne chose d'ailleurs, je trouve. Mais en dehors de ça, il y a quasiment rien. Il y a beaucoup de séries un peu indé, parfois qui rendent hommage aux super-héros chez Image Comics. Qu'est-ce qui est sorti dernièrement? Paybacks, Crossover, etc. Mais c'est moins du super-héros mainstream. Mais moi, j'ai envie de lire du super-héros mainstream comme à la grande époque d'Image Comics. Ok, donc voilà, là j'attaque la deuxième partie de mon canapé comics. Je vais revenir moi sur une époque que j'ai adorée chez Image Comics. C'est le deuxième âge des super-héros Image Comics. On est tous d'accord, le premier âge d'Image Comics, la création d'Image Comics, c'était Jim Lee sur Wildcats, c'était Rob Liefeld sur Youngblood, c'était Marc Silvestri sur Cyberforce. Oui, Jérôme qui vient d'intervenir en commentaire et qui me dit qu'il s'était écarté des super-héros. Oui, je pense qu'à un moment, ils se sont dit on ne va pas faire super-héros parce que les super-héros, c'est Marvel et DC et qu'on n'y arrive pas autrement. Moi, je pense qu'ils ont tort de penser ça parce qu'il y a une grande histoire aussi de super-héros, c'est ce que je disais. Silvestri, Jim Lee, Rob Liefeld, mais derrière, on a eu du Gen 13. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Wells Portacio, qui est-ce qu'il avait fait? Whatworks. Il y a eu toute une tradition sur la première génération de comics, d'Image Comics. Alors moi, c'est une génération que j'ai moins suivie et que j'ai moins... je sais pas pourquoi, je me suis pas plongé dedans. Je pense que quand j'ai lu les Wildcats, quand j'ai lu Cyberforce, je me suis dit, c'est du... je me suis dit, c'est du pseudo X-Men. Et à l'époque, je lisais encore les X-Men. J'aimais ce que je lisais dans les X-Men. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis pas lancé dans les Wildcats, dans les Cyberforce. Youngblood, j'aurais bien aimé, mais je pense que tout simplement, après, je les ai pas trouvés. Ou que Liefeld, je me disais, c'est peut-être un peu too much parfois. Jérôme qui intervient sur mon live et qui me dit que l'image de la première époque l'a vite déçu. Comme moi, je pense, Jérôme, c'était l'ère des dessinateurs, mais côté scénario, c'était creux. Il y avait peut-être aussi ça, moi, qui m'a un petit peu, effectivement, frustré sur cette première génération d'Image Comics. Par exemple, je comprenais pas bien, finalement, qui étaient les Démonites dans les Wildcats. Cyberforce, j'arrivais pas à comprendre si c'était des mutants ou pas des mutants. En fait, je voyais pas bien la différence entre Cyberforce et X-Men. Et là, aujourd'hui, je vous avoue que d'avoir vu et lu que ce sont les éditions Réflexion qui vont nous lancer à la rentrée le revival, qui vont nous rééditer, Cyberforce les premières années, ça me donne envie de le lire. Maintenant, j'ai envie de le lire et de me plonger dedans parce que Marc Silvestri était au summum et au sommet de sa carrière. Quand j'ai lu les X-Men, je suis revenu aux X-Men, moi, quand j'étais au lycée, c'était encore Marc Silvestri, mais Marc Silvestri, je le trouvais pas super bon. Moi, ce qui m'a réaccroché aux X-Men, c'est Jim Lee. Moi, quand j'ai lu du Jim Lee, le Khazar en Terre Sauvage avec Malicia et Magneto, l'épisode de Jim Lee qui nous dessine Captain America pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Wolverine et la Veuve Noire, enfin tout ça, ça m'a accroché de folie, et après j'ai pu relâcher. Mais du coup, j'étais moins Marc Silvestri. Par contre, Marc Silvestri sur Cyberforce, c'est super, c'est top. Et moi, je trouvais que Cyberforce, Marc Silvestri, les personnages avaient un peu plus de charisme et de gueule. En tout cas, moi, ils me parlaient plus que ceux de Wildcats. Par exemple, Wildcats, il y avait un pseudo Logan avec des cheveux verts. Enfin bon, ça me plaisait un petit peu moins. Donc du coup, je pense que je vais me laisser tenter par le Cyberforce, la réédition à la rentrée. Et donc pour Jérôme, au contraire, le meilleur de Silvestri, c'est justement sur X-Men. Mais alors, attention, je suis arrivé sur la fin des X-Men de Silvestri, je pense, quand ils ont passé pas le miroir, le seuil du péril, je crois, c'était cette histoire-là. Et c'était juste à la transition de Jim Lee, donc je suis rentré sur de Jim Lee et là j'ai foncé à fond. J'avoue que du coup, ça m'a plu beaucoup plus. En fait, j'aimais moins les histoires des X-Men qui ne se combattaient pas contre d'autres mutants. Et donc, si je dis pas de bêtises, toute l'histoire avec le seuil du péril et ce que devait dessiner Marc Silvestri, c'était contre les Reavers, surtout des sortes de cyborgs, chasseurs de mutants. Et ça me plaisait moins. Donc voilà, il y a eu la première génération d'Image Comics. C'est historique, c'est phénoménal. Jim Lee, je suis un fan de Jim Lee. Moi, mon dieu des comics, c'est Jim Lee. J'ai grandi avec John Byrne. Il y a eu Alan Davis derrière tout ça. Il y a eu plein de grands auteurs et plein de grands dessinateurs. Hein. Mais si on me demande aujourd'hui de choisir quel est mon dessinateur préféré, j'en ai un, je le sais, j'hésite pas.
c'est Jimmy, d'accord? Donc toute la première génération d'Image Comics, moi je l'ai moins accroché. Comme tout le monde, j'ai dû acheter les premiers numéros et après j'ai abandonné. Pas de souci parce qu'à l'époque je lisais les X-Men et X-Men me plaisaient plus, c'était encore bon. C'était peut-être l'âge de l'apocalypse d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça, suis resté accroché. Et du coup, moi j'ai réaccroché à l'âge des super-héros d'Image Comics, plutôt en deuxième génération. Donc là, c'était les années 2000, fin des années 90, des années 2000. Est arrivé chez Image Comics une nouvelle génération avec, en ligne de mire, Invincible. Donc Mark Grayson, le Viltrumite. Et ça, c'était une tuerie. Tout simplement une vraie tuerie. C'est, pour moi, le meilleur comics de super-héros des années 2000. Et pourtant, ces années 2000-là, qu'est-ce qu'elles étaient bien. On avait Invincible, on avait tous les super-héros Image Comics, Firebreather, je suis un grand fan de Firebreather, je vous expliquerai pourquoi. On a eu du Dynamo 5, tout ça je vais vous le présenter. Mais à cette époque-là, vous aviez les Teen Titans qui étaient dessinés par Mike McCone, il y avait les Outsiders que je suivais, il y avait les Vengeurs, la séparation et les nouveaux Avengers, il y avait la Justice League qui cartonnait, qui était encore vachement bien. Il y a que les X-Men finalement qui étaient en berne à cette époque-là. Et pour moi, je crois que rétrospectivement, la période que j'ai préférée de lecture de comics, c'était vraiment le début des années 2000, 2005, 2000, 2010, à ce niveau-là, pour tout ce que je viens de vous dire et pour toutes les séries que je viens de vous dire. Je viens de vous donner, il y avait les crossovers Infinity Crisis ou je ne sais quoi, de DC Comics. Enfin, il y avait plein de belles choses et j'aimais beaucoup ce que je lisais à cette période. On va revenir aux super-héros Image. Toute une nouvelle génération qui arrive avec Invincible. Invincible, c'est quoi? C'est un pseudo-Superman qui apprend qui apprend à découvrir ses super-pouvoirs. Son père est une sorte de Superman et le Superman de son univers. C'est l'un des plus grands défenseurs de la Terre. Et voilà, ça part comme ça, donc c'est fun. Et rapidement, on se rend compte que tout ça, c'est une illusion, d'accord? Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas vous spoiler. Invincible, c'est encore tout frais. Moi, je l'ai lu il y a un petit moment. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens redécouvrent Invincible grâce à la série Amazon et grâce aux super omnibus que propose Delcourt. Donc voilà, lisez Invincible. Invincible, c'est top parce que c'est du rebondissement, du super-héros avec une esthétique mainstream mais de folie. Mais par contre, attention les yeux, c'est une esthétique mainstream, c'est des lignes claires, c'est des couleurs super fun, super mainstream. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans Invincible, quand il y a de la violence, il y a de la violence pour de vrai. Alors, voilà un exemple. On part du principe que quand un personnage de la puissance de Superman cogne un personnage ou un être humain normal, eh ben, il est capable de le déchirer. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pas bien compliqué. Et c'est ce genre de choses qu'on voit dans Invincible. Voilà, je pourrais vous en montrer plusieurs. Voilà, regardez, sur Invincible, la violence, elle fait peur. Ce qui est intéressant dans Invincible, c'est aussi que tous les personnages sont susceptibles de mourir. Vraiment, on n'hésite pas à sacrifier des personnages, on n'hésite pas à bousculer le lecteur. Voilà, et puis il y a plein de rebondissements. Il y a des personnages secondaires de folie. Regardez, là, on a Atom, Eve et Amber. Voilà, c'est vraiment une super série. C'est Robert Kirkman qui a fait Invincible avec au départ Cory Walker et puis surtout après Ryan Ottley. Pour moi, Ryan Ottley, c'est le meilleur dessinateur de la série, même si Cory Walker était là au départ. Vous voyez, là par exemple, on est dans cette esthétique super mainstream. Oui, ce que me dit Jérôme, c'est Invincible, c'est une bombe, on est d'accord. Et Invincible, le héros à qui rien n'était pareil. Tout à fait. Et l'autre truc qui est chouette, c'est que Invincible évolue. On ne reste pas sur un statu quo. On voit évoluer ce jeune super-héros qui est sur Terre au début, qui est une sorte de Superboy, de pseudo-Superman. Et on a toute une saga. Et donc, on verra Mark Grayson, en plus du début jusqu'à la fin de la série. C'est une des rares séries de super-héros qu'on peut avoir en intégrale, qui a un début, qui a une fin. Même si je me dis et j'espère qu'avec le renouveau d'un univers de super-héros chez Image Comics, on reverra au moins en apparition ou en crossover Mark Invincible, parce qu'il y a moyen. Moi je verrais bien Mark en mentor à un moment, enfin voilà. D'autant que dans Radiant Black, on voit une apparition d'un autre super-héros Image Comics, mais on le voit vraiment en fond, hein, attention, en arrière-plan. Donc il fait pas une apparition, il fait pas un guest, mais on voit qu'il y a aussi d'autres super-héros.
Donc voilà, il y avait un style. L'autre série phare pour moi de ces années-là, c'était Fire Brother. Fire Brother, c'est signé Phil Lester et Andy Kuhn. Il faut savoir qu'à la base, Phil Lester voulait proposer à Marvel une série, la création d'un nouveau personnage qui était le fils de Fin Fang Foom. Fin Fang Foom, c'est le dragon géant, le super vilain dragon géant ennemi surtout d'Iron Man, qui devait être en lien avec le mandarin, alors là je ne suis pas sûr de moi. Donc c'est un grand monstre de l'univers Marvel. Et donc à mon avis, Phil Lester à un moment voulait proposer à Marvel une série en présentant le fils de Fin Fang Foom, qui lui ne voudrait pas être un vilain, il voudrait être un super-héros. Et bien Fire Brother, c'est tout à fait ça. Fire Brother, c'est le fils d'un dragon de son univers à lui. Ce dragon, c'est le roi des monstres, le roi des super-vilains de son univers, et son fils est à moitié dragon, à moitié humain, et il va au lycée, comme tout le monde, avec sa tronche de dragon. Donc forcément, vous imaginez qu'il n'a pas de rôle tous les jours, mais il a la chance d'avoir des super-pouvoirs, et d'être quand même un sacré super-héros. Voilà, donc on apprend à le découvrir, à le suivre. Finalement, on voit sa double vie. Fire Brother, il a sa vie de lycéen, et en parallèle, un week-end par mois, je crois, ou un week-end sur un, il retourne dans un désert, dans les grottes où vit son père, le dragon géant. Donc voilà, on a cette dichotomie qui est assez sympa à lire, et donc on le voit lui se construire comme un héros, en confrontation avec ce qu'était son père, etc., etc. Et c'est vraiment sympa, et voilà, rien que de dire ça, j'ai envie de tout relire. Il y a eu peu d'épisodes de Fire Brother, ça c'est le seul souci, c'est que Phil Lester et Andy Kuhn se sont rapidement, alors je sais pas ce qui s'est passé, s'ils se sont fatigués ou quoi aux caisses, mais j'ai envie de dire, ils sont rapidement partis en cacahuète, ce qui est dommage. Et il y avait même eu d'ailleurs un long métrage animé de Fire Brother, là on voit la tête du dessin animé de Fire Brother. En France, la voix, c'était le doublage, c'était M. Pokora, Matt Pokora. Donc ça, super bon. Dans les autres super-héros que vous aviez à l'époque chez nos amis de Image Comics, dans cette veine-là, il y en avait plusieurs. Je vais enchaîner avec qui? Je vais enchaîner avec Dynamo 5. Dynamo 5, ça c'était aussi une superbe série. Série qui a révélé Mahmoud Asrar, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est une série écrite par Jay Ferber. Ah, Jérôme Kiatania qui me dit Fire Brother, quel dommage que nous n'ayons eu que quelques épisodes en VF. Il avait apprécié Venture aussi, oui, à l'époque du magazine Stranger, tout à fait, je ne l'ai pas sorti, j'ai hésité. Il y avait aussi Venture, j'allais dire, qui était d'ailleurs, à l'époque, Image Comics avait relancé ce nouvel âge des héros, des super-héros Image, avec 3 titres particuliers, Invincible, Fire Brother, Venture. Mais Venture, je ne me souviens pas avoir lu la fin, donc c'est ça qui m'embête un petit peu. Venture, c'était un super-héros à la Superman, qui était un petit peu, si je dis pas de bêtises, pris au piège par un photographe un petit peu, comment on appelle ça, un paparazzi, qui connaissait son identité, donc, mais j'ai jamais lu la fin, donc j'avoue que je ne sais pas en parler. Moi, l'autre série que j'aime beaucoup, c'est Dynamo 5. Dynamo 5, on voit Captain Dynamo, une sorte de Superman de son univers, de l'univers Image Comics, qui est un super-héros très noble, très iconique, qui a les pouvoirs Superman, il a une supervision, donc des rayons optiques, il vole, il est invincible, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a des pouvoirs psychiques, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il y a 5 pouvoirs, et en fait on apprend que Captain Dynamo, qui était un super-héros digne de ce nom, était quand même, regardez la version française, ça doit être la version française de Merluche Comics, si non, je dis pas de bêtises, c'était Merluche Comics à l'époque. Oui, ça doit être ça. Merluche Comics, et c'était bien dessiné par Mahmoud Asrar. Et donc en fait, on apprend, regardez-moi, j'adorais les débuts de Mahmoud Asrar, regardez-moi cette équipe de super-héros avec un team suit, ils ont tous le même costume en variant. Donc ça, c'était super chouette. En fait, on apprend donc que Captain Dynamo est mort, dommage. Et Captain Dynamo, il avait une femme qui était une super femme badass, c'était comme une sorte de super agent du Shield, elle n'avait pas de super pouvoir, c'est Maddie, elle est ici Maddie. C'était une sorte de Nick Fury au féminin, sa femme, mais en fait elle apprend que son mari, Captain Dynamo, avait plein d'autres vies, notamment d'autres vies sentimentales, on va dire ça comme ça, et qu'en fait Captain Dynamo avait plusieurs enfants. Il a notamment 5 enfants, et chacun de ces enfants à récupérer un des super pouvoirs de la panoplie des super pouvoirs de Captain Dynamo. On va avoir un gros balèze qui a des pouvoirs psychiques, on va avoir une gothique qui a la super force, on va avoir un jeune asiatique qui a les rayons optiques, on va avoir une jeune black qui vole,
Et on va avoir un gars qui est un petit peu métamorphe aussi. Je crois qu'il peut juste changer d'apparence. Et donc on va suivre les aventures de ces 5 nouveaux héros qui sont là pour prendre la relève de leur père, dirigés par la fameuse Maddie, la super agent du Shield, qui n'est pas le Shield, hein, attention. Et j'ai trouvé ça super. Moi, quand je me suis fait... Alors, quand il y a eu le confinement, le premier confinement, j'ai été un peu comme tout le monde. À un moment, j'étais bloqué pendant 15 jours, 2 semaines chez moi. Je me suis relu tous mes comics Dynamo. Donc là, j'ai la chance d'avoir la VF. Mais il y avait eu beaucoup plus d'épisodes en VO. Je crois que j'ai tout ce qui existe sur... Alors, ça, c'est content, je suis content. J'ai tout ce qui existe sur Dynamo File. Et c'était vraiment un réel plaisir, un réel bonheur. Parce que Jeff Herber se faisait plaisir avec tout ce qui est rebondissement, super-héros mainstream. C'était du super-héros mainstream et ça fonctionnait vraiment bien. Déjà, le concept de base, le Captain Dynamo qui avait tout plein de pouvoirs, finalement, il a 5 enfants. Les 5 enfants sont répartis les pouvoirs. Et puis, ils doivent apprendre à sauver la ville. D'autant que finalement, on s'aperçoit que peut-être les 5 enfants, ce n'est pas les seuls enfants illégitimes de Captain Dynamo, qu'il y a peut-être d'autres enfants du Captain Dynamo qui sont là pour peut-être récupérer une certaine partie de l'héritage de ce Captain Dynamo. Donc ça, c'était une super série, Dynamo 5. Il y a vraiment plein d'épisodes. Combien il y a eu d'épisodes sur Dynamo 5 il y a eu 2 séries, je sais. Il me semble que la deuxième série n'est pas allée au bout. Ils voulaient aller au bout et ils n'ont pas réussi à aller au bout. Là, je me répète. tu comprends? Ils sont pas allés au bout du bout. Non, je ne sais pas te dire. Je pense qu'il y a eu au moins 12 épisodes sur la première série. Ils voulaient peut-être refaire une dizaine ou une douzaine d'épisodes sur la deuxième saison, on va dire ça comme ça. Ils n'ont pas réussi à aller au bout. Captain Dynamo, t'inquiète pas, j'avais compris, Jérôme, c'est le dictaphone. On avait par exemple, là j'ai un super, c'est un épisode un peu spécial, un épisode, excusez-moi, un épisode double ou triple. Regardez, on y voit d'ailleurs dans cette double page plein de super-héros d'Image Comics. On y voit Invincible, on y voit un des héros qu'on va voir après là sur les Wild Guard, la garde sauvage. Qui c'est qu'on y voit? On y voit le Savage Dragon. Donc vous voyez, à l'époque, il y avait vraiment un univers étendu, partagé des super-héros Image Comics. Là, on voit l'Immortel qui fait partie de la série Invincible. Vous allez y voir Brit, vous allez y voir une bombe de super-héros dans ce Firebreather ici. Vous voyez Firebreather et Invincible qui sont en train de lutter avec Captain Dynamo contre une menace XYZ. Je vous avoue que je ne me souviens plus de cet épisode-là. Mais voilà, c'était du tout bon. C'était un univers super-héros mainstream, ça déchirait. Peut-être avant de vous parler de Wild Guard qu'on a commencé à apercevoir, je vais vous parler aussi d'une série d'équipes des super-héros Image Comics. La série d'équipes des super-héros Image Comics, je pense que c'est quelque chose de très peu connu. Et je suis dégoûté, je croyais avoir les 4 numéros de The Pact. Ça s'appelait The Pact. En fait, Invincible, Firebreather, une des filles de Noble Causes et Shadowhawk, puisque le Shadowhawk deuxième version était un ado. En fait, on est une équipe de teens, d'adolescents, qui est composée des super-héros ados de Image Comics, et ça s'appelait The Pact. Il y a 4 numéros, apparemment j'ai que le 2, le 3 et le 4, je ne sais pas ce que j'ai foutu du 1, j'espère que j'ai le 1. C'était sympa, on les voyait interagir. Voilà, c'était chouette, c'était des ados, en plus c'était une équipe. Regardez-moi cette couverture hommage, comme elle est trop belle. T'as jamais entendu parler de The Pact, Jérôme? C'est pour ça que je fais cette émission ce soir, pour révéler la vérité. Ça c'était bon. Ça c'était bon, alors les artistes étaient différents. Là on voit que c'est une couverture d'Andy Kuhn, le dessinateur de Firebreather, hommage aux X-Men. Elle est super cette couverture, j'adore. Donc là c'est Jeff Herber et Valentine Delandro. On a le meilleur épisode de tous, c'est celui-là les gars. C'est le fameux numéro 3. Dans ce numéro 3, vous voyez, on voit les membres de l'équipe et un personnage mystère ici. Ce personnage mystère est incroyable. Il est incroyable. Ce comics est incroyable. Alors celui-là, il a été dessiné par qui? Que je dise pas de bêtises. Alors des fois, j'ai du mal à retrouver mes artistes. On a qui là-dessus? Alors, où est-ce que c'est marqué? Parce que dans toutes les infos qu'il nous envoie... Alors, c'est Jeff Herber, ouais, non, il nous parle des personnages. J'arrive pas à trouver le dessinateur, je vous... Ah oui. Donc là, l'histoire, elle est de Phil Lester, pencils, au dessin, on a Carlos Rodriguez. Et donc, voilà. On voit le casting de cette série The Pact. On a bien Invincible, on a bien donc Invincible ici, Zephyr de Noble Causes, on a Shadowhawk, on a Firebreather, et on a une nouvelle que personne ne connaît.
et qui s'appelle Quantum Girl. Quantum Girl, c'est un personnage qui est apparu une seule fois. Salut Johan, bienvenue sur ce canapé comics spécial image. D'ailleurs, mes deux viewers, pendant que vous êtes là, la question que je veux vous poser, vous réfléchirez, c'est par la suite, quel est votre super-héros image préféré? Je vous reposerai la question enfin, une fois que j'aurai fini de raconter ma vie d'Image Comics. Réfléchissez-y. Quel est votre super-héros Image Comics préféré? Donc voilà, je reviens là-dessus. Quantum Girl, c'est le personnage clé de cette BD, parce qu'on se rend compte que le groupe The Pact est très actif, qu'ils combattent des menaces qui sont là pour exterminer la Terre, etc., etc. Et il va se passer un truc de folie pour sauver la planète. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est un épisode génial. Au dessin, c'est pas le top du top, c'est pas le summum, mais au niveau du scénario, c'est une tuerie énorme. Regardez-moi ces planches. Parce qu'il y a un rebondissement de folie. Quantum Girl, on s'aperçoit que c'est la chérie finalement de Invincible. Donc c'est une chérie d'Invincible qui n'est ni Amber, ni Atom Eve, mais qui pourtant fait partie de la réelle continuité. Mais c'est un personnage qui n'apparaît que dans ce numéro The Pact 3. S'il y a un épisode de The Pact que vous devez lire, donc The Pact, je rappelle pour mon ami Johan qui vient d'arriver, Spawn, je savais qu'il allait y avoir du Spawn, c'est très bien. Donc The Pact, je ne sais pas si tu connais Johan, c'était une série, il y a eu 4 numéros, moi j'ai que le 2, le 3, le 4, je ne sais pas ce que j'ai foutu du 1, et ça c'est pas bien. Je ne sais pas si j'ai eu le 1 d'ailleurs. Donc c'est une série qui rassemblait Invincible, Shadowhawk, Zephyr de Noble Chaosis et Firebreather. Et le numéro 3, vous n'avez pas besoin de lire le reste, c'est un numéro qui se suffit à lui-même. Et vous verrez, c'est une tuerie. Si un jour vous le trouvez, prenez-le. C'est un grand moment de lecture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y avait vraiment un univers partagé sur plusieurs niveaux de super-héros Image Comics. Autre chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque, c'était la création de Todd Nauck. Je ne sais pas comment on dit, Todd Nauck, Wildguard. Wildguard, à l'époque, c'était chez Image Comics. Ça, c'est une version française qui était parue chez Angle Comics. Je ne sais même pas ce que c'était Angle Comics. L'idée, c'est qu'on avait une tonne de héros qui voulaient postuler à une télé-réalité pour devenir le nouveau groupe de super-héros, la Wildguard. Et donc, du coup, il y avait des éliminations, etc. Et les super-héros suivaient un casting. Et en fait, ça partait vite en cacahuète, puisqu'il y avait une invasion de super-robots, de super-vilains robots, qui venaient mettre le boxon dans le casting géant. Et c'est du Todd Nauck en pleine bourre, quoi. J'aime beaucoup le style de Todd Nauck. Moi, je trouve que Todd Nauck et Ryan Otley, c'est deux dessinateurs qui font des personnages hyper massifs, hyper musclés, mais avec un trait un peu mainstream, cartoony parfois. J'adore ce que fait Ryan Otley, j'adore ce que fait Todd Nauck. D'ailleurs, je me suis rendu compte que tous ces épisodes Wildguard, je les ai en VF, mais je les ai aussi en VO. Donc, il y a des fois où j'ai des doublons. Voilà, regardez-moi ça. Ok, pas connu non plus cette série. Ça, c'était assez sympa. Chez les bouquinistes, vous devez pouvoir retrouver Wildguard. C'est quasiment l'intégrale. Je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres après tout ça. Là, il y a vraiment beaucoup de choses. Regardez, Ignacia, je crois qu'elle s'appelait cette héroïne. Et voilà, c'est vraiment assez sympa. Ça se lit bien. On voyait quelques apparitions des héros, vous avez vu dans d'autres séries Image Comics. Ça a participé à cet univers. Regardez-moi. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien avec la brillance, je vous le rapproche, hop, voilà, là c'est mieux là. Donc c'est de l'action, c'est du fun, c'est des super-héros qui se mettent sur la tronche, avec en toile de fond cette histoire de télé-réalité, pour savoir qui composera le groupe de super-héros final, la Wildguard. Ça c'est sympa. Le seul un petit peu inconvénient de cette série Wildguard, c'est que finalement on les a pas bien revus après dans Image Comics. Ils ont fait quelques apparitions. Non, pas du tout, enfin pas vraiment une ambiance décalée là-dessus, Jérôme. C'est vraiment une série de super-héros fun, colorée. Voilà, c'est comme tout, il y a des faux semblants de temps en temps, on apprend à découvrir certains personnages, etc. Mais t'es pas dans une satire ou dans quelque chose de trop dark, etc. C'est du 100% fun dessiné par Monsieur Todd Nauck. Donc moi je vous le recommande. Je vous disais juste la petite déception pour moi, c'est que ces super-héros-là, on les a pas trop revus dans les autres séries Image Comics, même s'ils font quelques apparitions quand il y a besoin.
sur des batailles, comme on l'a vu tout à l'heure dans le crossover, enfin dans l'épisode spécial de Captain Dynamo. Voilà. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de The Pact. Dans The Pact, on a Firebrazer, on a Invincible, et on a cette héroïne, vous la voyez là, Zephyr. Zephyr, en fait, elle faisait partie d'un autre grand groupe de super-héros de Image Comics, c'est Noble Causes. Alors je sais pas comment ça se dit, Noble Cause en français, donc j'imagine qu'en anglais c'est Noble Causes. Noble Causes, c'est une série qui a eu plein d'épisodes. C'est signé Jay Faerber, et là c'était Yildiray Cinar, regardez. Dynamo 5, c'était les débuts de Mahmoud Asrar, et Noble Causes, c'était la révélation de Yildiray Cinar. Donc il y a eu des très bons artistes qui ont commencé sur ces séries de super-héros chez, chez Image Comics. Là, c'est le renouveau de Noble Causes, c'est un peu la fin, c'est la dernière ligne droite de Noble Causes. Noble Causes, c'était quoi? C'est la famille Noble. La famille Noble qui est menée par ce héros en particulier. C'est une famille de super-héros. Et Jay Faerber a conçu cette série, alors des super-héros mainstream, mais comme une série un petit peu de sitcom, où il y a des trahisons, il y a des choses comme ça. C'est une histoire de famille, mais une histoire de famille dans laquelle il y a des héros et il y a des vilains, il y a des trahisons, etc. etc. C'est pareil, moi j'ai toujours trouvé ça très fun. J'ai l'intégrale, j'ai les deux intégraux en noir et blanc, je sais pas si ça se dit, les deux intégrales en noir et blanc. Et la dernière série, moi j'étais rentré sur la série, sur cette dernière saison, sur cette dernière ligne droite, avec le professeur Noble qui avait une nouvelle épouse. Cette nouvelle épouse qui était super badass, c'était une sorte de Wonder Woman blonde, dans ce qu'on apprend, de ce qu'on en apprend. On la voit ici là. C'est une sorte d'Amazon, de super Amazon blond badass qu'il a épousé et qui vient avec ses enfants, donc ça fait famille recomposée et donc ça repart un peu sur une nouvelle lancée. C'était très bien, là j'ai été un petit peu déçu finalement que Noble Causes s'arrête, je crois, après une dizaine de numéros sur ce renouveau. Regardez, il y avait même un autre héros que j'ai oublié qui s'appelait Gemini. Quelques épisodes, mais ça j'en garde pas un grand souvenir. Gemini qui était ici, et à l'époque, vous voyez, c'était bien à l'époque de Dynamo 5 et Noble Causes. Noble Causes, vraiment une très bonne série, beaucoup de trahisons, beaucoup d'histoires de famille, du renouveau, à un moment la famille se sépare, et on a un nouveau mariage, etc. Du sitcom super héroïque, c'est ce que voulait faire Jay Faerber. Alors, Johan nous dit qu'il était un fan de Wildcats, Gen 13, Darkness et Witchblade aussi. Oui, ça c'était la première génération des super-héros Image Comics, Johan. C'est ce qui a lancé Image Comics, c'est le gros succès, c'est l'existence, c'est un peu au départ l'ADN d'Image Comics, même si ils se sont vite, hélas, éloignés de tout ça. Alors, hélas, parce que moi j'aimais bien, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Johan. Moi j'ai moins accroché à cette première génération de Youngblood, Wildcats et Cyberforce, parce qu'à l'époque, pour moi, ça ressemblait beaucoup à des copies des X-Men, et je pense qu'à l'époque, je lisais encore les X-Men et j'aimais beaucoup les X-Men. Alors, voilà, il y avait du Jim Lee. Jim Lee, c'est mon dieu à moi des comics. Je pense que pour beaucoup, d'ailleurs, c'est le dieu des comics. Mais ouais, j'avais pas réussi à accrocher plus que ça, outre que les 2-3 premiers numéros. Moi, ce que j'attends maintenant un peu avec impatience, c'est la réédition de Cyberforce. Cyberforce qui arrive à la rentrée aux éditions Réflexion. Donc ça risque d'être très bon. Voilà, autre chose qui existait dans cet univers partagé de super-héros d'Image Comics que j'ai beaucoup aimé, surtout sur les premiers runs, c'était Wolfman. Wolfman, c'était encore une tuerie de Robert Kirkman. C'était dessiné par Jason Howard. J'adorais Jason Howard. Et finalement, l'histoire, c'est « Et si un loup-garou devenait super-héros ?» On a un homme lambda qui se fait mordre par un loup-garou, qui devient lui-même un loup-garou, mais qui décide de devenir un super-héros. Donc, voilà. Et forcément, au tout départ, c'est pas facile, puisqu'en étant un loup-garou, il a des mœurs bizarres, etc. Et ce qui est pas mal, c'est que pour, au début, apprendre à devenir le super-héros, il va être coaché par un vampire. Un vampire, je crois que c'était Ezekiel, je sais plus comment il s'appelait, je voudrais pas dire de bêtises. Je crois, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ce que j'ai dans mon album. Trop bon. C'était qui faisait ça à l'époque? C'était... c'était Merluche encore, je crois, Merluche Comics à l'époque, qui avait édité le premier album de Wolfman. Et donc, il va apprendre à devenir un héros en étant coaché, guidé, mentoré par ce vampire. Voilà, et donc du coup, on apprend à suivre les aventures et les mésaventures de Wolfman. Là encore, il va y avoir des interactions avec d'autres héros d'Image Comics. J'essaie d'en trouver là tout de suite. Il n'y a pas une apparition d'Invincible rapidement.
Voilà, donc tout ça, c'était vachement bien, surtout dans les premiers épisodes. Parce que après, ben, du coup, j'ai l'impression que Robert Kirkman était un petit peu moins inspiré et que il a fait durer un peu la série, pour vous dire la vérité, sans savoir vraiment où il voulait aller. Et sur la fin, ben, c'était un petit peu moins intéressant, mais en tout cas, les 12-15 premiers épisodes étaient vraiment super chouettes. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai trop envie de relire tout ça. Pourquoi on n'a pas notre temps, on ne peut pas passer notre vie à relire nos comics. Donc Wolfman, c'était vraiment très bien. Ce Wolfman, d'ailleurs, était tellement bon qu'ils l'ont ajouté, il me semble, à un moment, aux équipes de super-héros, comme Guarding the Globe. Alors, Guarding the Globe, les gardiens du globe, on les appelle comme on veut, c'est la série de super-héros qui est dérivée de l'univers d'Invincible. On a qui là au dessin? On a une super couverture. Donc là, c'est le numéro 1 de Guarding the Globe. Tech Jacket aussi, Joanne me parle de Tech Jacket qui était très bien, qui était aussi une série de Robert Kirkman. C'était aussi un super-héros teen adolescent, mais qui lui avait une armure galactique, on va dire ça comme ça. J'ai moins suivi, j'ai quelques épisodes de Tech Jacket, mais je ne sais pas si c'est allé bien loin. Jérôme qui dit qu'il a adoré Wolfman, tu as raison Jérôme, c'était du tout bon. Et là, on voit les premiers épisodes de Guarding the Globe. Guarding the Globe, c'est plutôt l'équipe de super-héros de l'univers d'Invincible, qui est dirigée par Britt. Britt, une sorte de super... Alors moi, je le vois un peu comme l'ancêtre de l'homme bionique. Je ne sais pas quelles sont ses origines, mais il est super fort, il saute, etc. Je le vois un peu comme si c'était un Steve Austin badass qui avait vieilli. Mais bon, c'est tout, c'est mon truc à moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, par exemple, on voit que c'est Robert Kirkman et Benito Cereno qui sont les auteurs. On a Ransom Getty au dessin, Cliff Rathburn, il y a plusieurs dessinateurs, etc., etc. Ron Riley, Tom Mason. Donc plein de dessinateurs différents. Et donc là, c'est vraiment l'équipe de super-héros badass qui est là pour sauver la Terre à chaque fois. Il y avait des super-héros vachement sympas. Il y en avait un qui était une sorte d'aveugle avec des flingues et qui était un peu l'incarnation de la justice, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je relise tout ça. Regardez-moi ça comme c'est plutôt sympa. Et de temps en temps, c'est un petit peu sexy. Voilà, et donc dans ces premiers épisodes, on apprend à découvrir qui vont être les membres de Guarding the Globe. Donc ça aussi, forcément, ça a participé à faire vivre, à faire évoluer l'univers partagé des super-héros Image Comics. Et ben voilà, j'ai fait le tour de mes séries, mais effectivement, il y en a d'autres. Il y avait Venture, dont a parlé Jérôme, il y avait Tech Jacket, dont a parlé Joanne, il y avait du Gemini. Donc vraiment, dans les années 2000-2010, Image Comics a refait l'effort de nous proposer un max, une tonne de séries de super-héros. Franchement, il y en avait des très bonnes. Il y avait Invincible. Moi, mon top 3, c'est Invincible, c'est Firebreather. Il est où mon Invincible? Il est ici. Invincible, Firebreather et... Alors d'après vous, le troisième, c'est quoi? C'est Dynamo Fire. Ça, c'était vraiment pour moi mes 3 séries phares préférées et favorites d'Image Comics. Voilà. Donc, j'espère qu'avec ceci, Radiant Black... Ah, Jérôme avait été un peu déçu par les Guardians, ça me paraissait moins audacieux qu'Invincible. Oui, je suis un peu d'accord. J'ai suivi pas mal les Gardiens, mais je suis pas allé jusqu'au bout. Il y avait des concepts assez sympas, mais voilà, Invincible c'était top. On voyait bien que tout ce qui était important c'était dans Invincible. Là, c'était un petit peu autre chose, quoi. Donc Jérôme, lui, son super-héros préféré d'Image Comics, c'est Invincible. Johan, c'est Spawn. Moi, je peux comprendre. Alors, Invincible, oui, je pense que Jérôme sera d'accord pour dire qu'on était dans les premiers à dire qu'il fallait lire Invincible et qu'Invincible, c'était le meilleur comics du moment. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, les gens les gens découvrent Invincible. Alors, moi, il faudrait que je m'y mette, mais je vous avoue que lire les omnibus, en plus de tout ce que je lis d'habitude, waouh, ça fait beaucoup. Et puis, il faut en plus les acheter. Donc, on verra quand j'aurai le temps de m'y remettre, puisque je les ai tous en VO. Donc, voilà. C'est l'histoire. Spawn, c'est aussi du bon. Moi, je trouve que Spawn, là, en ce moment, je suis en train de me remettre dedans avec Spawn Renaissance et Scorch. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce qui se passe. J'étais moins attiré par Spawn dans les débuts, parce que ça m'avait l'air trop malsain, trop violent, trop machin. Son Violator, je le trouvais trop malsain, je crois. Il y avait cette histoire-là, moi, qui me collait un peu moins. Et Joanne me dit que c'est grâce à moi, Laurent, qui s'est mis... à lire Invincible, bah, j'espère que tu n'es pas déçu, mais la plupart d'entre vous, toutes et tous, si vous lisez Invincible, c'est que vous avez tout compris aux comics.
Et moi, pour vous expliquer comment je suis venu à Invincible, maintenant que j'y repense, quand j'étais étudiant, alors à Grenoble ou en Erasmus en Espagne, j'ai acheté le magazine Wizard. Le magazine Wizard, c'était le magazine qui parlait des comics, c'est un magazine américain qui parlait des comics, mais de tous les comics. J'en ai encore quelques numéros. Et ils avaient beaucoup mis en avant, c'est des Français ça, ils avaient mis en avant à plusieurs reprises Invincible. Et du coup, c'est vrai que quand il a débarqué, quand je suis allé dans les comics US, les comic shops, j'ai acheté du Invincible. Quand il est arrivé dans les épisodes de Strangers, ou Image Comics, la revue française qui réunissait Invincible, Firebrother, Venture et les Strangers, donc ça c'était sous l'impulsion de Thierry Mornay à l'époque, voilà, j'ai accroché à fond à Invincible et après du coup j'ai plus lâché. Voilà pourquoi et comment je suis arrivé à Invincible grâce au magazine Wizard. Ok. Voilà où j'en suis, voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'espère qu'avec Radiant Black, on a vraiment l'univers des super-héros Image Comics qui va renaître. Donc notamment avec tout l'univers Radiant, on a plusieurs Radiantes. Là dans cet album, on apprend à découvrir le héros principal, mais quasiment sûr qu'à partir du deuxième album, on en verra beaucoup plus sur cet univers qui sera un univers étendu. Donc du coup, j'espère voilà, que Radiant Black va continuer à être bon, à être top. Et puis peut-être que ça nous permettra de revoir certains héros Image Comics. Moi je vois bien Invincible à un moment dans les pages de Radiant Black pour venir donner un coup de main. Il faut nous ramener du Firebrother, il faut nous ramener du Dynamo 5, du Invincible. Pourquoi pas dans les pages de Radiant Black à l'occasion d'un grand crossover. D'ailleurs en parlant de crossover, il y a eu aussi le fameux crossover Image United qui avait été lancé par Robert Kirkman mais qui n'est jamais arrivé au bout. L'Image United dans lequel on devait avoir Ant, on devait avoir Invincible, on devait avoir plusieurs héros Savage Dragon qui devaient faire le crossover ultime d'Image Comics qui avait été lancé, démarré, il y a dû y avoir 2 ou 3 numéros mais il n'est jamais allé au bout et c'est bien dommage. Voilà messieurs, dames, mes viewers et puis les autres qui me verraient en replay. Ce que je voulais vous dire sur Image Comics, c'était un spécial Image Comics. C'est donc une vidéo très longue. J'ai envie de dire, je m'en excuse, mais finalement je me suis fait plaisir. Je vois que Jérôme et Joanne ont tenu le coup tout le long, bravo à eux. Merci à vous les mecs. Voilà. Moi je vous ai parlé plutôt de la deuxième génération d'Image Comics. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez mieux ou connaissez très bien parfois la première génération. Wildcats, Cyberforce, Youngblood, Gen 13, Wetworks, toutes ces séries qui ont fait la renommée d'Image Comics, qui ont fait la fortune d'Image Comics. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc c'est pas chez moi que vous aurez une émission dédiée à tout ça. Par contre, si je me fais le plaisir de m'offrir le Cyberforce, la réédition à la rentrée, forcément, on consacrera une émission entière à Cyberforce. Voilà, c'est tout pour ce soir. Moi, je crois que je vais aller boire un peu, j'ai soif, à force de parler. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous avoue que comme c'est week-end, long week-end, jour férié, je suis encore parti pour refaire au moins une vidéo le week-end. Je vous proposerai bien demain soir, mais demain soir c'est samedi et on a tous des trucs à faire le samedi soir. Donc plutôt rendez-vous dimanche soir pour un prochain Canapé Comics. Jérôme, Joanne, je vous souhaite une très bonne soirée. Mes viewers qui me voyaient en replay, je vous souhaite une très bonne soirée. Mes viewers qui me voyaient en replay, s'il vous plaît, indiquez-moi dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur YouTube quelle est votre série, votre super-héros Image Comics préféré. Sur ce, une très bonne soirée.